Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre magazine Actu 60, une heure du débat intelligent. Nous discutons, nous analysons sur les questions de l'heure. Bienvenue encore, nous avons deux invités sur ce plateau. L'un a désisté à la dernière minute, un membre de l'Union Sacrée, secrétaire général d'un parti, membre de l'Union Sacrée qui a désisté à la dernière minute. Nous avons Maître Likonza qui est analyste politique. Maître Likonza, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons le secrétaire général du parti du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC, Augustin Bissimois. Bonsoir. Bonsoir, madame. Avec mes invités, nous allons continuer à discuter sur la question de l'Est. Les choses ne marchent pas. Bunagana a été récupéré par des rebelles. On nous informe que les rebelles ont été repoussés. Jusque-là, on n'a pas encore de précision. Entre-temps, l'Ouganda, le fils du président ougandais se moque de nous. Le président Paul Ndayishimiye avait dit que non, la jeunesse congolaise est dans l'ivrognerie, il est dans la danse, il est dans la jouissance. Il s'étonne de voir un grand parti comme la RDC avec de jeunes avertis. Malheureusement, ils se sont livrés dans l'ivrognerie, dans la jouissance. Or que ce sont ces jeunes qui devaient résister contre les rebelles qui attaquent leur pays. Nous allons analyser par rapport à cette question et puis nous nous posons des questions s'il faut que la RDC continue à protéger les relations diplomatiques entre l'Ouganda et le Rwanda. Nous allons aussi frôler sur cette question d'invalidation de quelques députés à l'Assemblée nationale tout au long de cette émission. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Monsieur Augustin Bissimois, j'espère que vous allez bien. Très bien, merci madame. Commençons d'abord par rapport à l'invalidation de ces 5 députés à l'Assemblée nationale. À quel état d'esprit avez-vous reçu cette invalidation? Il y a eu au moins Henri Movasakani, Adolphe Mozito, Papi Nyango, Marie-Ange Mouchobekwa, un autre dont je perdu les noms. Est-ce que cette invalidation n'est-elle pas un règlement des comptes? Bon, ou c'est réellement l'absentéisme? Bon, nous avons suivi tous cette information récente. D'importance et la notion de l'opportunité. Je me dis, est-ce que c'était opportun? Je pense non. Est-ce que c'était important? J'ai dit oui, parce qu'on ne peut pas aussi consommer l'argent du public, de l'État, sans qu'on ne siège pas. Le député a été élu, c'est pour aller représenter la population, c'est pour siéger, travailler pour la population. Ils sont payés chaque fin du mois, ils ont tous les avantages y afférents, mais lorsqu'on n'arrive pas à siéger, franchement, nous pensons que c'est aussi un désordre. Mais est-ce que c'est opportun? J'ai dit non, parce que je me dis, à ce moment où l'État congolais a besoin d'une mobilisation totale de sa population, l'État congolais est en guerre, il est agressé. Je crois qu'il a besoin, n'est-ce pas, de la cohésion à l'interne, qui est de pouvoir encore fragiliser davantage cette cohésion qui aurait dû nous aider. Vous savez que chaque élu a derrière lui, n'est-ce pas, des milliers de personnes qui l'ont voté. Et si l'on arrive à démobiliser, encore une fois, une seule personne, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, nous pensons que ce n'était pas réfléchi. Mais bon, qu'à cela n'était, nous constatons que tous, qui invalide qui, parce que tous, est-ce que tous sont valides? Je crois que c'est une matière à réflexion, mais nous constatons au niveau du MDVC, à l'opposition, que ce n'était pas vraiment le moment, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions beaucoup plus opportunes qu'il fallait aborder. La population n'a pas de l'eau. Certains pensent que c'est un règlement des comptes, comme Papi Nyango, Mouchobekwa d'ailleurs, qui a brandi sur preuve de voyage. Elle a dit que lorsqu'elle a fait ses voyages, elle était malade. Toute ce preuve, il y a des documents signés par le président de l'Assemblée nationale. Et Papi Nyango, vous savez tous qu'il a été l'auteur, c'est lui qui avait initié une motion contre le président Mbosso. Bon, je crois que tout ça, ça peut exister, ça peut arriver parce que nous sommes là dans un État qui en réalité fonctionne de manière en tout cas non adaptée.
Parce que c'est un État atypique. Qu'est-ce que l'on peut attendre de pareil État? Nous sommes là en train d'assister, n'est-ce pas, à une scène théâtrale des institutions, parce que ça devait être que ça, parce que lorsque vous voyez comment on a eu les élections en 2018, comment nous avons eu ces institutions, eh bien, il est possible et fort probable que nous puissions, n'est-ce pas, nager dans ces histoires-là. Mais je me dis sincèrement, c'est la honte. S'il s'agit là des règlements des comptes dans les institutions, eh bien, que fera les communs des mortels? Parce qu'à la cité, si déjà ceux qui nous gouvernent sont en train de tremper dans pareille antivaleur, eh bien, que fera les petits citoyens? C'est comme ça que nous pensons sincèrement que nous sommes mal gouvernés. Le peuple mérite, n'est-ce pas, les dirigeants qui méritent. Moi, je pense que 2023, on doit s'organiser pour cette fois-ci avoir un État, parce que franchement, tout ça, c'est la honte pour notre pays. Merci beaucoup. Je suis avec vous, Maître Trésor Likonza. Par rapport à cette question sur l'invalidation de quelques députés à l'Assemblée nationale, je prends la question dont se pose Augustin Bissimois. Est-ce que c'était vraiment opportun? Y a-t-il pas d'autre chose à faire dans cette législation? Bon, l'opportunité s'apprécie par rapport à la situation qui se présente. Et la seule personne à juger de l'opportunité de cette question, c'est d'abord le président de l'Assemblée nationale avec ses collègues membres du bureau. Et puis, la question devrait être soumise à la plénière, parce que la plénière est souveraine. C'est la plénière qui, en dernier lieu, devrait juger de cette opportunité-là, même si c'était à l'initiative du président. Mais la plénière avait les derniers mots. Donc, moi, à ce sujet, je ne peux pas accuser le président de l'Assemblée nationale parce que ce n'est pas lui seul qui vote. Il y a une plénière composée de beaucoup de députés nationaux. Mais je remonte à l'époque de l'ancienne législature. Sur la motion du député national Zakari Bababasu, l'actuel président de la République, alors député national élu de Mbujima, ici, je ne me trompe pas, a été invalidé pour la même raison. On n'avait pas dénoncé ça, on n'avait pas décrié, on n'avait pas parlé de l'inopportunité ou de l'opportunité. Mais l'opportunité se mesure aussi par rapport à ce que mon co-débatteur a dit. On ne peut pas bénéficier de l'argent du contribuable congolais sous les statuts de député national pendant qu'on ne siège pas. Mais le comble est que tous ceux dont on a validé sont des opposants. Et puis ces derniers s'opposent farouchement contre la gestion de Mbosso au sein de l'Assemblée nationale. Madame. À titre exemplatif, Papi Nyango, qui avait initié une motion contre le président de l'Assemblée nationale. Madame, n'est-ce pas ça un règlement des comptes? Le député national élu, Martin Fayoulou, m'a dit, compte tenu de ses multiples occupations, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé les sièges à son suppléant. Il ne siège pas. Justement pour éviter ça, j'ose croire. Qu'on l'accuse d'absentéisme, et il a laissé le siège calmement. On sait que Martin Fayoulou était élu député national, mais son nom n'a jamais été cité. Lorsqu'on fait l'appel nominal, on ne cite pas Martin Fayoulou. Il a laissé le siège, bonnement, calmement. Et le même député national, à l'époque de l'ancienne législature, Martin Fayoulou, quand il avait vu, selon ses convictions, que les mandats dont il était bénéficiaire avaient touché à sa fin, qu'on devait organiser les élections, mais les élections tardaient à venir, il avait fait quoi? Il avait remis l'argent du contribuable congolais pour dire que moi, je ne peux plus continuer à toucher cet argent, à bénéficier de cet argent. Notre mandat n'existe plus. Nous sommes tous dans ces pays. Je les félicite. C'était un acte d'un homme d'État. Mais son ami, depuis que l'Assemblée nationale actuelle existe, son ami a siégé quel jour? Son ami. Il siège dans le peuple, dit-il. Mais qu'il aille là-bas.
On l'a aidé à rester dans le peuple. Mais j'ai suivi qu'il introduira un recours, je ne sais pas où, c'est son droit le plus légitime. Et c'est de même pour les autres. Si vous n'êtes pas d'accord, vous trouvez que la décision prise par l'Assemblée nationale ne convient pas, les instances compétentes sont là. Vous pouvez attaquer la décision. Parfois, on peut vous réhabiliter. Comment trouvez-vous la gestion de Mbosso au sein des parlements? N'est-ce pas aussi il y a certaines légèretés Bon, les présidents... dans son chef? Il traite les députés de voyous, des délinquants. Il ne donne pas l'accès à la parole aux députés. Et aujourd'hui, pas plus tard, avant-hier ou hier, il a dit Ngape Nazamobali. Légèreté des langages. Bon, c'est quoi ça? On est où là? L'Assemblée nationale chez nous, c'est un cadre où s'est construit la démocratie. Même à l'époque de l'excellent président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour moi, il est l'excellent jusqu'à présent. Je l'ai remarqué aussi. Quand certains prenaient la parole, certains députés de l'opposition de l'époque, ceux de la majorité disaient, mais vous accordez toujours la parole aux députés de l'opposition. Il disait, non. Ils ont droit à la parole. Autant de fois qu'ils peuvent demander, je vais la leur donner. Vous voulez comparer la gestion de Mbosso et de Vital Kamerhe? Mais le même scénario. Moi, je l'ai vécu, j'étais dans la salle lorsqu'on débattait des contrats chinois. Bon, il n'est plus de ce monde, il est parti. Mais à l'époque, il était ministre des infrastructures et des travaux publics. Il disait aux députés nationaux que ce que nous faisons, c'est ce qui vous nourrit tous. Moi, j'étais dans la salle. Et les députés de l'opposition étaient sortis. Mais le président Vital Kamerhe avait suspendu la plénière, malgré la majorité qu'il avait, en disant qu'on ne peut pas continuer parce que ceux qui sont sortis, c'est une frange de la population congolaise. Merci. Voilà. Donc, chacun a sa manière de conduire les choses. Si aujourd'hui, la manière dont on conduit les choses à l'Assemblée nationale plaît aux députés nationaux, moi, je ne suis pas député national. Ce qui m'importe, c'est... Les députés se plaignent, Se Ce qui importe pour moi, c'est ce que les députés peuvent faire. Les missions des députés sont connues. Merci. La Constitution a défini ça. Si les députés nationaux n'exercent pas ces missions, c'est à ce moment-là que moi, je peux critiquer d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Entamons le second sujet par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Les questions se posent si la RDC doit toujours continuer à protéger les relations diplomatiques. Je suis avec vous, Maître Trésor Likonza. Est-ce que la RDC doit toujours continuer à protéger les relations diplomatiques entre l'Ouganda et le Rwanda? Pour quel gain de cause? Bon, je le dis toujours que la RDC n'a pas de problème avec les Rwandais et l'Ouganda. C'est plutôt les Rwandais qui croient avoir des problèmes avec la RDC. Mais vous me demandez si on peut continuer à préserver ces relations? Oui. Pourquoi? Parce que les pères des indépendances africaines, lorsqu'ils revendiquaient l'indépendance comme chez nous, Lumumba, Kasavubo et les autres, ailleurs, il y avait aussi des Lumumba de ces pays-là. Mais tous visaient l'unité des peuples africains, l'unité des États africains. Et c'est cette unité-là qui a donné à l'époque naissance à la création, disons, à l'organisation de l'unité africaine, laquelle a cédé la place à l'actuelle Union africaine. La même ambition de l'unité. Vous voyez, dans l'organisation même, on dit l'organisation de l'unité. Donc, l'idée de l'unité demeure et persiste. L'union, dans l'union, Union africaine, dans l'union, il y a toujours cette idée-là de l'unité. Si on voit sociologiquement, même sur tous les plans, la RDC n'a rien à envier. Qu'est-ce qu'on va aller chercher là-bas au Rwanda? Nous, Congolais. Vous restez dans les cosmétiques. Mais je suis en train d'expliquer, non? Vous restez dans les cosmétiques. Pour faire voir que nous ne pouvons pas, nous, rompre les relations diplomatiques
à l'état actuel. Parce que ce que nous sommes en train de faire pour le moment, c'est de chercher à ramener les Rwandais dans la bonne voie. Pendant que les gens continuent non, à attendez, mourir. non, il y a les étapes à suivre. Ah bon? Nous, quand quelqu'un est brigand, ne vous comportez pas comme lui. C'est connu de tous que lui, c'est un brigand. Il ne faut pas suivre son comportement d'un brigand. Il faut plutôt l'amener à comprendre que ce qu'il fait là n'est pas bon. Mais nous allons petit à petit, aujourd'hui, le Conseil supérieur de la défense a levé l'option en demandant au gouvernement de suspendre les accords conclus avec les Rwandais. Mais c'est une avancée significative. Ça montre qu'on ne croise pas les bras. Nous suivons la situation de près et nous agissons. Mais les relations sont encore là. Nous sommes en train de donner les signaux. Une relation hypocrite. Nous sommes en train de donner les signaux forts à celui qui s'est fait passer pour notre ennemi. Pendant qu'il n'y a rien de mal entre lui et nous, entre cet ennemi ou bien entre les Rwandais et la RDC. Mais un autre signal, c'est aussi du côté de la population. Vous avez suivi la marche qu'on a organisée dans la partie est du pays. La population est allée jusqu'à la frontière. C'est aussi un message. Ça a changé quoi? C'est aussi un message qu'on donne aux Rwandais qui nous sont capables d'entrer là-bas. Nous n'avons pas peur de ce que vous faites là. Arrêtez. Nous voulons la paix. Parce que ce qu'ils font là, bon, dans le cadre des relations diplomatiques, dans la région des Grands Lacs, il y a ce qu'on appelle la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Nous avons tous signé un protocole. C'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Le Rwanda a signé ces protocoles-là. L'intitulé même dit tout. Protocole de non-agression. Et comme il a signé, il ne peut pas se dédire. Mais il faut qu'on l'amène à comprendre qu'il est signataire, il est lié. En même temps, les Nations Unies sont là. Nous étions devant le Conseil de sécurité. L'Organisation des Nations Unies est régie par une charte. Une charte de 1945. Et dans cette charte, il y a le chapitre 7 qui prévoit certains mécanismes pour essayer d'éradiquer l'insécurité internationale, l'insécurité persistante dans une région lorsqu'un État est attaqué par un autre. Le Conseil de sécurité, sur base de cette charte-là, peut formuler des recommandations si l'organisation est informée, parce que la RDC a déjà informé l'ONU. Merci. L'ONU peut formuler des recommandations, Merci. Donner des orientations. Voici ce que vous pouvez faire pour essayer de mettre fin à cette situation. Si ça persiste, le chapitre 7 donne encore le pouvoir. Entre-temps, les gens continuent à mourir. Merci Non, beaucoup. mais dans la diplomatie, on ne va pas comme si on est dans les arts martiaux. Merci non. beaucoup. Il y a toujours des préalables. Et il faut se comporter en bon élève. C'est ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Monsieur Augustin Bissimon, je suis avec vous. Toujours par rapport à cette question, est-ce que vous ne pensez pas aussi que les relations diplomatiques entre le Rwanda et l'Ouganda doivent continuer? Madame, je voudrais un peu remonter Allez-y. l'histoire. Vous savez, il y eut un moment, le M23 avait signé des accords avec le gouvernement congolais sous le régime de Joseph Kabila. Et ces accords ont fait que le M23 soit défait. Et lorsque le M23 avait été défait, qu'est-ce qui s'est passé? Une partie est partie se réfugier en Ouganda, une autre au Rwanda. Qu'est-ce que ces deux parties attendaient? La mise en œuvre de ces accords signés avec le gouvernement congolais. Nous sommes allés aux élections de 2018. Le président Tshisekedi a été, excusez-moi, proclamé élu.
au nom de la continuité de l'État, le président Tshisekedi a trouvé ces accords que moi j'appelle des caleçons sales. Alors, nous sommes au niveau où nous, population, on nous mobilise pour soutenir et nous avons accepté. Mais personne ne veut nous dire concrètement le M23 réclame quoi. Eh bien, nous connaissons au moins qu'il réclame la mise en œuvre de ces accords. Mais qu'est-ce qu'ils se sont convenus avec l'État congolais? Ni la population, ni le Parlement, personne ne connaît. Et si le Parlement connaît, le Parlement ne veut pas partager cela avec la population. Ça, c'est la première des choses dans mes analyses. Deuxième des choses, une partie qui s'était retrouvée en Ouganda, sans armes. L'autre, au niveau du Rwanda, sans armes. Comment les deux parties ont réussi à quitter leur pays d'accueil jusqu'à traverser nos frontières pour venir nous agresser, nous? C'est un questionnement. Parce que nous avons là ce qu'on appelle le mécanisme de suivi d'accord cadre d'Addis Abeba. Et avec ces mécanismes, il est dit, comme l'a dit Maître, qu'aucun pays membre ne peut soutenir d'un cas comme un autre un mouvement rebelle ou un mouvement terroriste, que soit-il, pour agresser le pays voisin. Et donc, tous ces pays sont liés et ils doivent se sécuriser mutuellement. Mais à partir du moment où ces deux pays ont dérogé, n'est-ce pas, à leurs règles ou à leur mission, eh bien, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons tout simplement que c'est de très mauvais partenaires. Et lorsque nous constatons que c'est de très mauvais partenaires, qu'est-ce que nous faisons? Parce que Maître a dit que nous devons nous comporter comme des bons élèves. Eh bien, nous ne sommes pas élèves de qui que ce soit. Parce que si nous sommes des bons élèves, c'est que les autres sont des maîtres. Et je pense, à mon avis, que cela, cette thèse confirme très bien la philosophie de refonder l'État et de bâtir un Congo pour tous, tel que le prône mon parti, le MDVC, avec son président national, le professeur Dr Justin Moudekereza. Et donc, on ne peut pas continuer à rester élève des autres. Non, nous sommes un grand peuple, nous sommes un État et nous avons toute notre souveraineté, quoi qu'elle soit piétinée à tout moment. Troisième élément de réponse, madame. Lorsque le M23 avait tenté, nos voyants militaires ont déstabilisé comme pas possible ces mouvements terroristes. Et il l'a mis en déroute. Mais pendant ce temps, notre armée était positionnée du côté Bunagana. Bunagana, c'est à la frontière de l'Ouganda. Mais comment un appui qui a déstabilisé notre armée pour que Bunagana tombe, cet appui est venu de l'Ouganda. Entre-temps, nous sommes en relation diplomatique ou en coopération avec l'Ouganda dans le cadre, n'est-ce pas, d'une mission conjointe pour attaquer ou combattre les ADF. Qui est-ce qui comprendra cela, madame? Parce que du côté du Rwanda, il n'y a pas eu de renfort, mais il fallait contourner parce que partout là c'était sécurisé. Il fallait qu'ils trouvent l'entrée du côté de l'Ouganda. Et donc, comment est-ce que l'Ouganda a pu donner ce passage? Eh bien, c'est une matière à réflexion. Est-ce que l'on doit continuer à nous comporter réellement comme des élèves et que le Rwanda et l'Ouganda soient nos maîtres, nous, la RDC, avec plus de 100 millions d'habitants? Le Rwanda en a 15 millions, comme Kinshasa ici. Madame, nous pensons que ça n'est trop. On se joue de nous parce qu'en réalité, nous avons un problème de gouvernance. Vous savez, je ne voudrais pas parler de ça, mais vous savez, quand est-ce que l'on peut arriver à violer une femme un contre un? C'est impossible, madame. C'est impossible. Quoi qu'elle soit une femme, elle est forte, elle doit se défendre. Elle doit crier pour que tout le monde entende. Elle doit se défendre à tout moment. Mais lorsque il n'a pas crié, et il n'a pas appelé qui que ce soit, et que le viol est confirmé, madame sait qu'il y a eu quelque part complicité. Alors, j'ai entendu dire ici que est-ce qu'il faut continuer? Maître a dit oui, il faut continuer les relations diplomatiques. J'ai dit non. Non, pourquoi, madame? Notre gouvernement, il n'y a pas longtemps, il a qualifié le M23 du mouvement terroriste. Cette position nous met déjà en position de faiblesse si nous ne rompons pas. Parce que si nous continuons les relations diplomatiques et économiques, alors que le M23
c'est bien établi, le gouvernement congolais l'a dit, que c'est un mouvement terroriste et que c'est établi qu'il est soutenu par les Rwandais. Et donc, le syllogisme est vrai parce que le moyen terme n'est pas dans la conclusion. Si le M23 est un mouvement terroriste et que le Rwanda soutient le mouvement terroriste et que la RDC continue à collaborer avec les Rwandais soutenant le mouvement terroriste, donc la RDC soutient le mouvement terroriste. Eh bien, cette situation déjà nous permet, nous RDC, si nous avions un État, de pouvoir tout de suite là rompre ces relations diplomatiques. Le MDVC avait sollicité que l'on puisse expulser l'ambassadeur Kareg. On ne l'a pas fait. Pourquoi? Le président de notre parti a même écrit pour dire, au stade actuel, nous devons utiliser la notion de la réciprocité. Comment on appelle ça? La réciprocité. C'est-à-dire qu'au niveau où les Rwandais nous agressent, nous n'avons plus intérêt à garder son ambassadeur chez nous. Tshisekedi ne le fait pas. Nous avons exigé qu'on puisse rompre avec les relations économiques même. Les accords miniers que Tshisekedi avait signés avec les Rwandais. Y aura-t-il pas de retombées parce que l'opposition est tellement pressée, tellement, comment je vais dire, et dans la nostalgie, dans l'émotion de rompre cette relation diplomatique. Y aura-t-il pas des retombées négatives? Non, mais les retombées sont déjà là, madame, et elles sont négatives. Si on attend d'autres retombées négatives, plus que l'agression, l'occupation de notre pays, si on attend d'autres retombées négatives, moi je pense sincèrement que nous sommes là en train de patauger comme un État, en tout cas un État bananier, comme on l'a dit. Parce qu'écoutez, je vous dis, à partir du moment où déjà, il l'a dit, il dit que les autres là sont des brigands. Mais si il est avéré que le Rwanda c'est un brigand, Kagame c'est un brigand comme l'a dit Maître, et que nous continuons à collaborer diplomatiquement et économiquement avec les brigands, personne ne va nous écouter. Et parce que tout ce qu'on va faire, que le pouvoir en place n'arrive pas à rompre les relations diplomatiques? C'est la peur ou la lâcheté? C'est encore la naïveté. Il vous souviendra, madame, qu'après les élections de 2018, le président Paul Kagame était président en exercice de l'Union africaine. Et lorsqu'on voulait publier les résultats, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, attendez, je dois d'abord venir au Congo avant de publier. Qu'est-ce que cela cache? Et donc c'est pour vous dire que lorsque vous êtes mal élu, et le peuple doit faire très attention, nous devons nous battre pour cette fois-ci avoir les institutions légitimes. Parce que lorsque vous n'êtes pas légitime, eh bien, à ce niveau-là, vous aurez des faiblesses dans la négociation sur le plan diplomatique. C'est comme ça que je soutiens ici, que si nous maintenons, n'est-ce pas, les relations diplomatiques avec les Rwandais, et qu'on continue à coopérer avec lui de manière économique, partout où notre pays ira, sur le terrain diplomatique, on va nous dire, écoutez, vous êtes en coopération diplomatique avec les Rwandais. Nous ne pouvons pas comprendre comment vous criez ici chez nous alors que vous êtes en parfaite collaboration. Merci. Voilà là où il y a les débats. Et donc, à partir du moment où c'est établi que les Rwandais soutiennent le mouvement terroriste, je ne pense pas, parce que les autres pays peuvent même nous mettre sur la liste noire, parce que nous collaborons avec un État soutenant les mouvements terroristes. Et donc, cette position déjà nous met en position de faiblesse. On n'a plus de choix, on doit le faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? C'est un débat. Le débat, c'est que, je l'ai dit qu'il y a d'abord un problème d'institution illégitime. De deux, les accords miniers que Tshisekedi a conclus avec Kagame, ça demeure jusque-là un secret. Personne de l'Union sacrée ne viendra vous dire qu'est-ce que ça regorge. Mais la défense qu'ils ont, c'est quoi? Ils disent, écoutez, on n'avait pas de choix, parce que le Rwanda a toujours pris nos minéraux gratuitement. Eh bien, nous avons trouvé utile, cette fois-ci, de le lui donner calmement. Est-ce que vous ne sentez pas là la théorie des faiblesses dans cette matière-là? Merci. Voilà, madame, nous pensons sincèrement qu'il y a à boire à manger, mais il faut quand même féliciter jusqu'à la bravoure de nos voyants militaires qui continuent à se comporter comme il faut sur le terrain. Et ça, c'est à saluer sincèrement, parce que malgré l'appel du gouvernement, nos militaires ont fait fi à cet appel. Et si nos militaires continuaient à suivre les mauvais commandements, eh bien, je pense que le Bunagana serait toujours entre les mains du Rwanda. Parce que le gouvernement a dit, lancer un appel au Rwanda de retirer lui-même ses hommes.
Vous vous rendez compte? Et notre armée a dit, Tokolanda Binote, on ne va pas vous suivre. Merci. Nous n'allons pas donner l'occasion au voleur de quitter lui-même comme il veut. Nous allons les frapper. Eh bien, on l'a frappé, on lui a Merci imposé la beaucoup. puissance de feu. Maître Trésor Likonza, vous avez suivi scrupuleusement votre co-débatteur. Ma question est celle-ci. Vous qui soutenez les relations diplomatiques, quels sont les inconvénients si demain on romprait les relations diplomatiques? Bien, je voudrais qu'on lève cet équivoque. Quand j'ai parlé des brigands, je n'ai pas cité le nom de Kagame, de Paul Kagame. Et ma déontologie ne me permet pas de qualifier un président de la République de brigand. Je ne peux pas le faire. Paul Kagame est président de la République. Et les brigands dont vous parlez, c'était qui? Je ne l'appelle pas brigand. Ce n'est pas sorti de ma bouche. Comme on veut me l'attribuer. Donc, cela ne m'engage pas. Et c'est qui les brigands, maître? J'ai parlé des brigands sans les lier au président Kagame. Ça, on doit le dire clairement. Bon, madame, quand le Conseil supérieur de la défense a proposé au gouvernement de suspendre les accords avec le Rwanda, ce conseil-là en connaît les motivations. Bon, je l'ai dit tout à l'heure que nous allons petit à petit. Voyez, même entre Russie et Ukraine, j'ai suivi quelqu'un sur une chaîne internationale qui parlait d'un livre intitulé « Lettres à Poutine ». Donc, il s'est adressé au président Poutine pour lui faire voir ses erreurs sur la situation qui prévaut entre la Russie et l'Ukraine. Qu'avant d'aller faire la guerre, voici ce que vous avez manqué d'accomplir. Donc, il y a toujours une procédure, un chemin à suivre pour arriver quelque part. Moi, je ne suis pas là pour soutenir ce qui se passe dans l'Est, non. Mais je soutiens la bonne voie. Si vous dites que nous devons rompre tout avec le Rwanda, coopération économique, diplomatique, oui. Mais aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie continuent à négocier, mais ils sont en guerre. Poutine est allé en guerre là-bas. Mais il négocie. La comparaison n'est pas raison. Non, ça s'est fait sur le même échiquier international. Nous ne sommes pas dans une autre planète à part. Et ce sont les mêmes règles. Notre guerre date de longtemps. Non, ce n'est pas notre guerre. Chez nous, il n'y a pas la guerre. Alors, il y a quoi? Ce sont les terroristes du M23 qui créent la terreur là-bas dans la partie est du pays. Ce n'est pas une guerre clairement démontrée. Et jusqu'à preuve du contraire, même mon co-débatteur ne saura pas démontrer que c'est le Rwanda qui fait la guerre à la RDC. On parle de l'appui. Le Rwanda appuie les mouvements aujourd'hui déclarés terroristes, M23. C'est un appui. Et ces éléments qui démontrent l'appui du Rwanda au M23 nous donnent l'occasion de réfléchir sur base des actes internationaux conclus auxquels le Rwanda a aussi adhéré. Ok? Il y a des termes comme légitime défense. C'est aussi un concept du droit international. Quand vous êtes menacé, agressé, vous vous réservez les droits d'assurer votre légitime défense. Et la RDC est en train de faire ça. Il y a les instances au niveau international compétentes pour écouter, pour être informées, pour suivre la situation. Et ces instances-là existent. Il y a les Nations Unies, j'ai parlé de ça. Il y a l'Union africaine. Il y a d'autres organisations comme la CIRGL, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Vous aviez suivi le président angolais qui avait reçu le président Félix Tshisekedi. Donc, nous ne pouvons pas ignorer tout ça. Nous avons le droit de dire aux autres, regardez ce qui s'est fait là-bas.
regardez ce que le Rwanda cherche. Quand nous allons réagir, ne nous donnez pas tort. Si vous dites que nous sommes en train de faire la guerre, ça veut dire que le président congolais a déclaré la guerre, donc il a déjà violé la Constitution, si vous voulez dire. Parce que pour qu'on parle de la guerre en RDC, la Constitution a prévu que le président de la République déclare la guerre. Mais pour déclarer la guerre, le président de la République doit consulter le Conseil supérieur de la défense. Et vous voyez déjà que le Conseil supérieur de la défense est en train de donner ses intentions d'en arriver jusque-là. Y a-t-il pas aussi trahison de part et d'autre? Quand le Conseil supérieur de la défense propose déjà une mesure dure de suspendre les accords, c'est quand même, c'est pas facile, c'est quand même une décision qui touche directement aux intérêts du Rwanda. Mais le Conseil supérieur de la défense qui est censé donner son avis pour qu'on déclare la guerre, est-ce que notre pouvoir, a déjà donné, notre gouvernement sera en mesure de concrétiser ça? Le Conseil supérieur de la défense a déjà donné son intention de donner même l'avis pour la guerre. Parce que ça, c'est déjà une intention. Il faut bien comprendre. C'est déjà une intention. Mais aussi, si le Conseil supérieur de la défense donne son avis, le président ne va pas déclarer la guerre directement, il va aller au Parlement. Et les deux chambres réunies en congrès doivent autoriser que le président déclare la guerre. Ce n'est pas du jour au lendemain, vous vous réveillez le matin, vous dites non, je déclare la guerre. Non. Il va suivre un chemin. Et même si on déclare la guerre, on lui donne l'autorisation au niveau du Parlement, il doit prendre une ordonnance délibérée en Conseil des ministres. L'ordonnance à question doit passer par le Conseil des ministres. Donc, c'est un chemin qui a plusieurs étapes. Mais pour qu'il arrive à convaincre tout le monde, le président a aussi, entre guillemets, l'obligation de réunir tous les préalables possibles. Aujourd'hui, comme partout, on demande, il faut faire la guerre, il faut faire la guerre. Oui, il écoute. Il est en train de prendre par-ci, par-là, de réunir les éléments, à soumettre les moments opportuns, si la situation continue à être telle qu'elle est maintenant. Il finira peut-être par solliciter l'avis du Conseil supérieur de la défense pour déclarer la guerre et saisir le Parlement et puis passer par le Conseil des ministres. Donc, ne croyons pas qu'il s'agit de quelque chose qui concerne seulement le président de la République. Non. Il s'agit des institutions du pays. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de mutualiser notre armée avec l'armée ougandaise était aussi une porte d'entrée? Mais c'est ce qui avait même coûté le poste du président. Permettez-moi de revenir encore sur le président Vital Kamerhe, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Il y avait l'entrée des troupes rwandaises. Et quand on lui avait posé la question, il avait dit quoi? Je ne suis pas informé. C'est à cause de ça qu'il avait perdu son poste. Donc, ce n'est pas une situation qui est créée aujourd'hui, ça date. Attendez. Donc, on est en train de chercher à résoudre les conséquences. Attendez, maître. Une situation qui date, qui était déjà faite auparavant, mais d'autres chefs de l'État, notre gouvernement a copié quand même. Non, il n'a pas copié. Et alors, c'était quoi? C'est que je vois dans ça, dans ce que le président est en train de faire, il use de la sagesse. Simplement. C'est ça la sagesse? Il use de la sagesse. Pourquoi? Une sagesse qui tue son peuple. Non. Celui qui est en face de lui est habitué à faire ce genre de pratiques. Il connaît son jeu. Il sait rouler. Il sait dribbler, il sait mentir. Maintenant, si vous suivez ce qu'il lui fait, il va vous mentir, il va vous rouler. Veuillez chuter. Il faut trouver une autre stratégie qui dépasse son entendement. Merci. Mais vous avez suivi vous-même l'autre là de l'Ouganda, qui lui a demandé de nous parler de sa relation avec le président Félix. Personne ne lui a posé la question, mais lui-même est en train de dire, non, c'est mon grand frère, je vais le rencontrer. Pourquoi? Parce que il s'est caché. Merci. Mais maintenant que la situation est connue de tous,
il commence à crier parce qu'il n'a plus rien à dire par rapport à ça. Non, c'est mon grand frère, on peut quand même parler, on est en train de m'accuser, on est en train de vous accuser, mais la preuve est là. Merci. Mon co-débatteur a dit qu'ils sont passés par l'Ouganda. La preuve est là. Mais pourquoi il est agité? C'est parce que maintenant, ils ont un interlocuteur très, très, très valable qui connaît leur jet. Il n'est pas chaud, il n'est pas froid. Mais il les regarde et il agit. Il les met devant un fait accompli. Merci. Voilà. Donc, il faut cette stratégie-là. Et petite, qui aurait cru qu'un jour les Congolais iraient même jusqu'à la frontière du Rwanda? Veuillez chuter. Malgré ça, ça le sont. Voilà. Mais la situation change au fur et à mesure. Ils avaient occupé un territoire. Les FARDC ont Merci. fait preuve de leur professionnalisme et ils ont récupéré les territoires. Merci. Parce que dans leur entendement, ils voulaient qu'il y ait cet accrochage-là pour tuer la population, faire couler du sang. beaucoup. Mais les FARDC, stratèges, Merci, vous avez pris ils ont laissé le terrain entrer et puis après ils sont revenus pour récupérer. Merci et beaucoup. voilà. Monsieur Augustin Bissimois, par rapport à cette question, vous avez suivi Maître Likonza. Selon lui, on ne peut pas continuer, on peut toujours continuer à protéger les relations diplomatiques. Le chef de l'État avait usé les voies de la sagesse pour mutualiser notre armée et puis l'armée ougandaise. Est-ce que, selon vous, le moment n'est-il pas venu aussi que nous puissions peut-être passer à une table ronde? Non, mais nous avons proposé cela même avant la convocation, n'est-ce pas, de l'état de siège. Nous avons proposé qu'il y ait une table ronde sur la sécurité et la paix au niveau de l'Est. Une table ronde qu'on avait voulu tripartite. MONUSCO, FARDC et société civile locale. Parce qu'il était question d'abord d'interroger la MONUSCO. Vous avez 20 ans au pays, avec une logistique sans précédent, avec un financement qu'on n'a jamais eu dans une autre mission onusienne au monde. Ça veut dire que l'histoire raconte que la mission onusienne qui a beaucoup coûté à l'ONU, c'est celle du Congo, madame. La mission qui a beaucoup duré, c'est celle de la RDC, madame. Mais quels sont les résultats? Maître l'a dit, qu'il y a le chapitre 7 qui donne à cette mission onusienne, n'est-ce pas, le pouvoir de combattre. Mais est-ce qu'ils combattent? Les armes qu'ils achètent tous les jours, c'est pour faire quoi? Ils les donnent à qui? Et nous avons dit, il faut qu'il y ait cette table ronde où les gens se regardent dans les yeux. Vous, MONUSCO, vous avez ce qu'on appelle service de renseignement militaire. Depuis 20 ans, vous êtes au pays. Avez-vous des informations nécessaires sur le financement des mouvements de groupes armés au Congo? Parce que l'on ne peut pas... Moi, je suis un ancien de la sécurité. C'est-à-dire qu'il faut noter que pour combattre, il faut d'abord avoir les informations nécessaires en amont. Et les renseignements vont d'abord dans le sens de comprendre quel est le plan de ravitaillement de l'ennemi. Et lorsqu'on a l'idée sur les ravitaillements de l'ennemi, en ce moment-là, on peut facilement les fragiliser. Mais vous avez les FARDC aussi, qui ont cette brigade-là de renseignements militaires. Interrogez-les devant la MONUSCO. Vous avez quel renseignement par rapport au financement des groupes armés? Parce qu'avant la MONUSCO, on ne nous a pas tués comme on nous tue aujourd'hui. Pendant la MONUSCO, on nous tue comme des fourmis. Mais personne ne veut lever les petits doigts. On veut seulement se complaire et dire, on y va mollo mollo, nous sommes en train de les étudier. Mais pendant ce temps-là, c'est nous qui mourons. Et donc, nous sommes spécialisés dans la comptabilité des morts. Madame, à l'Est, des morts tous les jours. Et à tout moment, on vous dit, on a encore tué, on a encore égorgé. Il n'y a que nous qui sommes spécialisés dans la comptabilité, mais nous ne sommes pas. Eh bien, est-ce que nous pensons que les autres ont le monopole d'égorger? Nous pensons que non, madame. Et notre débat, c'est quoi? Il faut que les gens... Moi, je m'interroge. D'ici le 19 juin, madame, le pays de l'Afrique de l'Est vont se retrouver encore une fois à Nairobi. C'est pourquoi? C'est pour déterminer comment est-ce qu'on va déployer les forces régionales. Ça signifie quoi? Le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda et la RDC vont déployer leurs forces pour venir en RDC.
Écoutez, je me pose la question, ça va se passer comment? Parce que déjà, le Rwanda venait démontrer sa mauvaise foi en soutenant les mouvements M23 qu'on a qualifiés déjà de terroristes. L'Ouganda a déjà montré qu'il peut facilement appuyer aussi. Et maintenant, lorsque tous ces groupes, ces mouvements, comment dirais, ces armées vont venir chez nous, ça va se passer comment, madame? Et donc, nous sommes exposés parce que l'on a compris que jusque-là, nous sommes en train de négocier très mal. Nous faisons une diplomatie ridicule. Et moi, je me dis, si la politique, et c'est là qu'on la présente le débatteur Likonzi, de dire non, Likonza. à Likonza, merci, il y a un chef de l'État qui est en train de les observer. Eh bien, on va continuer à observer, parce que Kabila a observé, 18 ans durant, il observait, parce qu'il ne faut pas que les gens ignorent que l'AFDEL s'était transformé en RCD. L'RCD s'est transformé en CNDP. Le CNDP se transforme en M23. Et tout ça, c'est des fabrications rwandaises. Madame, on va observer jusqu'à quand? Quels sont les mécanismes que nous développons dans notre pays pour nous protéger? Quelle est la politique que nous avons pour renforcer notre armée? Nous n'allons pas développer ça au plateau parce que je suis mal à l'aise en tant qu'ancien de la sécurité de développer des questions sécuritaires. Mais je me dis sincèrement, jusqu'à quand on va observer les autres? Et donc ce questionnement est encore sur ma table. Moi, je continue à me poser la question. Le 19 juin, c'est un rendez-vous qu'ils ont pris pour aller définir les mécanismes de déploiement, n'est-ce pas, de ces forces. L'Ouganda, officiellement, parce que l'Ouganda est dans notre pays, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'invitation de la RDC pour traquer les ADF. Le Rwanda est dans notre pays, dans le cadre de soutien au M23. Mais cette fois-ci, d'ici le 19 juin, le Rwanda va venir officiellement comme Rwanda. L'Ouganda viendra officiellement comme Ouganda. Le Burundi va venir. Et là, Tshisekedi a négocié ça. En parlant de la table ronde, vous proposez que ce soit sous quel format? Non, mais on avait proposé ça avant les temps des sièges, mais les choses ont évolué. Parce que si on nous aurait écoutés, on n'aurait pas proclamé l'état des sièges. Parce que l'état des sièges, c'est quoi, madame? Le législateur voulait que lorsque l'insécurité persiste, l'armée a combattu, ça ne marchait pas. Et là, il y a un petit doute minimum que l'on a en train de penser peut-être que les autorités civiles y étaient pour quelque chose. En ce moment-là, on essaye un peu de mettre de côté les autorités civiles pour donner le pouvoir aux autorités militaires. Et c'est là qu'on a voulu que ça soit d'une courte durée. Soit pour, c'est pas moi, ça peut prendre, c'est pas moi, c'est 15 jours, c'est pas moi, ou un mois. Et l'on peut encore proroger. Mais lorsqu'on constate que ça n'a pas marché dans notre pays, tout ce temps-là, on est toujours en état de ça va aller déjà vers 6 mois. Qu'est-ce qui avait motivé qu'on fasse ça? C'est parce qu'on avait des doutes que le gouverneur, par exemple, les autorités civiles, y étaient pour quelque chose. Et c'est comme ça qu'on dit désormais le gouverneur va être militaire. Ça nous permet de nous rassurer qu'il n'y a pas un certain nombre de communications transversales entre l'ennemi et l'autorité, n'est-ce pas, civile. Et donc, cette fois-ci, on donne l'administration à l'armée pour contrôler tous ces mouvements-là. Mais depuis tout ce temps, on a senti que ça n'a pas marché. Il fallait faire quoi? Eh bien, Ouganda venait nous aider parce que ça n'a pas marché. Il faut faire quoi? Oui, que l'Amérique fasse entrer ses troupes pour venir former nos militaires. Et ces troupes américaines étaient venues dans notre pays. Elles se sont volatilisées dans nos forêts. On n'en parle pas aujourd'hui. Eh bien, ça n'a pas suffi avec les troupes, n'est-ce pas, ougandaises. Eh bien, maintenant, on va amener les forces régionales. 4 pays vont amener leur armée dans notre pays. Et ça, nous avons négocié. Et ça, nous avons signé. Et nous avons un parlement que moi j'appelle désormais une chambre basse devenue trop basse. Est-ce que la MONUSCO a-t-elle raison de continuer de rester dans notre pays? Parce que c'est sous l'œil impuissant de la MONUSCO qu'il y a des massacres. C'est ça le débat. Comment on peut expliquer l'arrivée des troupes américaines pour nous aider alors qu'il y a déjà la MONUSCO dans notre pays? Comment on peut comprendre l'arrivée des troupes ougandaises pour nous aider pendant que la MONUSCO est là? Mission, n'est-ce pas, des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, madame. Parce que jadis, c'était Monique.
mission des Nations Unies pour l'observation. C'est pas moi, observation des Nations Unies au Congo. Seulement, c'était pour observer. Mais on a changé, on a constaté que l'on ne pouvait pas donner cette mission de venir seulement observer comment les gens sont en train d'être tués. On a dit désormais, vous êtes une mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo. Alors, ils sont là, madame. Ils ont stabilisé quoi? C'est en constatant qu'ils n'ont pas stabilisé que notre gouvernement, faible qu'il est, au lieu de revendiquer le départ de la MONUSCO, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir les troupes ougandaises. Lorsqu'on se rend compte que ça ne marche pas avec les troupes ougandaises, eh bien on négocie l'arrivée des troupes, n'est-ce pas, de la sous-région, des troupes régionales. Donc 4 pays vont venir chez nous avec leur armée. Voilà ce qui va se passer. Et nous nous posons des questions. Eh bien, on est en train d'aller où avec cette diplomatie? Merci. Je suis toujours avec vous, M. Augustin Bissimois, par rapport à cette question de la MONUSCO. La guerre continue, la MONUSCO est toujours là. Au grand mot, grand remède, que faire? Non, mais nous devons d'abord être un État. C'est ce que j'avais dit. Parce que si nous sommes un État, nous saurons très bien négocier avec les autres d'égal à égal. Mais au stade actuel... Mais apparemment, il y a aussi un silence de la part de certains États. Mais oui, ce silence est dit à quoi? Ce silence est dit au fait que jusque-là, nous n'avons pas réussi à prouver les autres que nous sommes un État. Imaginez-vous que nous continuons à pleurnicher ailleurs, que le Rwanda nous agresse. Mais qui ne connaît pas que le Rwanda est un petit pays, un pays territorial? De deux, qui ne connaît pas que nous sommes en parfaite collaboration avec le Rwanda jusqu'à lui donner des minéraux de l'Est? Qui ne connaît pas ça? C'est connu parce que quand on signe ces accords-là, eh bien, ces accords sont exposés, les autres savent ça. Merci et donc, beaucoup. on a du mal aujourd'hui à aller négocier et dire aux autres, voilà ce qui se passe. Donc, je pense sincèrement que la question de la MONUSCO, la question, tout ça, ça fait qu'il importe que nous ayons un État. Merci. Parce que si vous êtes un État fort, là, j'ai entendu parler de la construction des murs. Et moi, je me dis, mais est-ce qu'un pays comme le nôtre, qui a 9 voisins, doit toujours construire des murs? Merci beaucoup. Le vrai mur, c'est quoi, madame? C'est d'avoir une armée dissuasive. Merci beaucoup. Maître et Trésor Likonza, vous avez suivi votre co-débatteur par rapport à sa réflexion. Est-ce que la table ronde est-elle importante ou nous pouvons toujours continuer à garder la MONUSCO ici? Parce que, apparemment, la MONUSCO est là depuis des années. La MONUSCO consomme l'argent des Congolais. Mais pour des résultats, pour ne pas avoir des résultats. Bon, écoutez, il faut d'abord comprendre ce qu'est la mission de la MONUSCO. La MONUSCO est là pour la stabilisation. Et je crois que la stabilisation serait liée... Mais on ne sent pas cette stabilité. Attendez. La stabilisation serait liée à la protection des civils. Donc, c'est le mandat reçu du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ce mandat est renouvelé chaque année. Si maintenant il y a un besoin ou bien une priorité, une urgence, c'est au Conseil de sécurité d'ajouter une mission à la MONUSCO, de lui donner mandat de combattre aux côtés des FRDC. J'ai même suivi que la MONUSCO dit qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Oui, parce que, bon, moi je l'ai accueilli bonnement. Parce que là, le chef de la MONUSCO, on l'appelle représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Congo. Il doit avoir l'information venant de celui qu'il représente. Si le secrétaire général des Nations Unies n'a encore rien dit, la MONUSCO ne peut que dire ce qu'elle a dit. Bon, pousser la MONUSCO à combattre pendant qu'elle n'a pas mandat, l'ONU ne va pas accepter. Parce que la MONUSCO, c'est un organe subsidiaire. Ce n'est même pas une organisation internationale. C'est un organe de l'ONU envoyé pour une mission précise. Ce n'est pas une organisation internationale comme beaucoup pensent. Alors, par rapport à la table ronde, voilà. La table ronde, c'est comme une réunion, une rencontre. Ça peut être une rencontre d'amitié, une rencontre des copains. Ça ne dérange pas. On peut toujours parler, discuter. C'est dans nos habitudes, nous sommes africains. On peut toujours discuter, parler. Mais moi, je pense que aujourd'hui, la situation a évolué. Il y a quand même des avancées significatives que nous ne pouvons pas ignorer.
avant l'arrivée de l'actuel président de la République. Nous devons l'encourager. Personne ne pouvait dire qu'on a retrouvé les effets militaires du Rwanda sur les sols congolais. Personne ne pouvait dire ça. On ne savait même pas que les Ougandais étaient en train de nous combattre. On ne disait pas ça. C'était des spéculations. Mais aujourd'hui, on a la preuve. Nous sommes à Kinshasa. Mais nos compatriotes qui sont, par exemple, à Goma, à Bukavu, ont vécu cela. C'est ainsi qu'ils ont décidé d'aller même jusqu'à la frontière. Parce qu'ils ont la preuve maintenant que c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Mais bien avant, nous, on parlait seulement des M23, des LRA, de Laurent Kunda et des autres. Mais on ne parlait pas vraiment ouvertement du Rwanda, de l'Ouganda. Aujourd'hui, c'est quand même une avancée significative. Nous devons reconnaître ça. Bon, s'il faut faire ce que vous demandez, quoi que ce soit, je ne sais pas, mais les FARDC sont sur les terrains. J'ai parlé des légitimes défenses. Nous défendons. Quand vous êtes agressé, vous devez vous défendre. C'est ce que l'Ukraine est en train de faire. L'Ukraine ne fait pas la guerre à la Russie. L'Ukraine se défend parce qu'elle est agressée. Votre mot de la fin aussi, directement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes agressés non par les Rwandais ouvertement, mais par un mouvement aujourd'hui qualifié de terroriste, soutenu par un État. Donc il y a une sorte de transition, de détour, pour essayer de nous inquiéter. Mais on ne peut pas aller directement là-bas. Il faut maintenant associer les autres. Votre mot de la fin, Maître dites au Rwanda d'arrêter de soutenir un mouvement terroriste. Et maintenant que la situation s'élargit, ce n'est plus le Rwanda, c'est l'Ouganda. Vous voyez maintenant l'insécurité s'étend dans la région. Merci beaucoup. Et quand toute la région sera affectée par cette insécurité créée par le Rwanda, ça va maintenant pousser le Conseil de sécurité à mettre en application le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Merci beaucoup. Et ça va nous aider également à bénéficier de l'apport des Nations Unies. Parce que l'ONU peut à ce moment-là demander même à l'Angola de combattre aux côtés des FARDC. Merci beaucoup. Augustin Bissimois, vous avez suivi votre co-débatteur. Nous sommes arrivés aussi à la fin de l'émission. Votre mot de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Non, je voudrais d'abord préciser ici qu'il a dit d'ailleurs au début, peut-être qu'il a oublié que la MONUSCO, il y a le chapitre 7 qui donne mandat à la MONUSCO de combattre lorsqu'il le faut. Pas à la MONUSCO, l'ONU. L'ONU, c'est ça. Pas la MONUSCO. Oui, mais la MONUSCO, c'est une mission de l'ONU. C'est un organe. Un organe. C'est une mission. Envoyé pour une mission précise. La mission, c'est quoi? Stabilisation. Stabiliser protéger la population. Ça, c'est pas combattre. La population civile, j'y arrive. Comment on protège la population civile? Parce qu'on nous tue. Maintenant qu'on continue à nous tuer, est-ce que la population est protégée? C'est ça le débat. Et si la population n'est pas protégée, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est ça le débat. Ce qui reste à faire, c'est qu'un État sérieux dise, écoutez, la population n'est pas protégée parce qu'elle continue à être massacrée, à être tuée. Et la conclusion, c'est quoi? Nous continuons au niveau du MDVC, depuis que le président de notre parti a écrit que l'on puisse expulser l'ambassadeur, nous continuons avec la population congolaise d'exiger à Tshisekedi d'expulser l'ambassadeur du Rwanda. Nous continuons à insister, à exiger. D'ailleurs, nous saluons ici le Conseil supérieur de la défense qui a compris cet appel. Malheureusement, voilà, le président de la République faut le soutenir, a tendance à l'encourager. Il a tendance à hésiter pour des raisons que nous ne connaissons pas. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous Maître Trésor Likonza, analyste politique indépendant, le secrétaire général du parti M2VC, Augustin Bissimois. Avec ces derniers, nous avons parlé toujours sur cette question de l'insécurité à l'Est. Faudra-t-il continuer à sauvegarder les relations diplomatiques entre le Rwanda et l'Ouganda? Point d'interrogation. Vous avez reçu les réponses pendant ce débat. Merci à vous qui nous suivez à partir de Kitambo, précisément chez Alegria. Merci à toi, Boudoul Kazadi. Merci à John Mayamba. Merci à Dédé Binene, merci à toute la famille Koyangele qui me soutient. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse Kin Actu, particulièrement les régisseurs Light, merci, merci Passion, merci Roni. Au revoir, Inch'Allah.